Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Ravi d'accueillir à la fois ceux qui sont des habitués de ce webinaire d'actualité durable et les nouvelles personnes qui nous rejoignent. C'est un rendez-vous d'analyse, de réflexion, comme vous le savez, autour de la question très large des enjeux de durabilité concernant essentiellement les entreprises. Il y aurait tellement à dire sur les rapports avec les États, avec les sociétés, etc., mais nous nous limitons à notre champ de compétences. Et dans ce cadre-là, donc, je vous propose de reprendre quelques points saillants des 4 dernières semaines. Nous sommes vus en septembre dernier où déjà la rentrée était déjà plus, forte sur beaucoup d'enjeux. Pour nous accompagner dans la réflexion, dans l'actualité, j'ai sollicité deux experts, entre guillemets. Ce sont deux femmes cette fois-ci, la fois-ci deux hommes. Nous essayons d'être équitables et qui vont, avec leurs compétences respectives, mais extrêmement complémentaires, donc nous orienter sur un des faits d'actualité les plus importants qui existait ces derniers temps. Donc, c'est une décision judiciaire qui confirme le procès de Lafarge dans la question syrienne, mais je n'en dis pas plus à ce stade. Et donc, à la fois Justine Augier, qui est écrivaine, qui est auteur d'un livre qui vient de sortir, qui est un indispensable pour vous tous, hein, je le dis, je le répète, c'est un bréviaire pour ceux qui veulent comprendre comment peut se passer un déraillage, un vrai déraillage dans une logique d'entreprise actuelle. Le récit de Justine Augier sur l'affaire Lafarge est extrêmement instructif. Donc, elle nous aidera à comprendre à travers son regard d'écrivaine un peu cette situation mise qu'elle remet en contexte avec une analyse forte des protagonistes. Et deux, ce sera complété par Charlotte Michon, que vous devez connaître les uns les autres, puisqu'elle a œuvré plusieurs années pour entreprises et droits humains, qui est avocate et qui agit donc par le biais du droit aujourd'hui dans le respect des droits humains dans la sphère économique. Et je la remercie également de vouloir nous éclairer sur ce qui se passe, sur cet enjeu qui est absolument préalable, nécessaire. C'est bien de s'occuper de toutes les autres activités, tous les autres impacts, mais l'impact droits humains, il a fondamentalement hein, une priorité aujourd'hui qu'il ne doit pas disparaître derrière la masse des actions de reporting que nous faisons. Alors, ces précautions étant dites, j'entre directement dans l'actualité. Si je devais synthétiser un peu caractériser un peu ce que nous constatons aujourd'hui, bon, c'est la suite des tendances qu'on a déjà débattues ici à plusieurs reprises. Hein. On passe du green au clean, pour tenir ce message, et sous-entendu au détriment de la sustainability, c'est-à-dire d'une vision beaucoup plus large. C'est très clair. Et la schizophrénie des acteurs économiques, politiques et autres, elle donne en plein. Bon, dans cette affaire, on va le voir sur pas mal d'exemples, mais d'un côté, on veut à tout prix et à juste titre relancer une économie qui soit par la technologie, l'investissement capable de faire face aux questions essentielles, aujourd'hui écologiques, mais aussi, alors, pas assez, mais un peu d'inégalité de gouvernance. Mais par rapport à ça, il y a évidemment une dominance qui est en train de s'installer, une domination qui est en train de s'installer de l'économie clean, qui semble une fin en soi, un substitut au développement durable pour beaucoup. Voilà. Alors, on va juger à la COP29 comment les choses s'installent. On voit déjà que sur le fond vert, bon, j'en ai déjà parlé, mais ça se tend et il y a un débat sur qui sont les contributeurs. En gros, est-ce que la Chine va payer, quoi, c'est le sujet. Bon. Là-dessus, c'est intéressant de noter que le dernier rapport, le World Energy Outlook, alors je vous signale toujours, je m'appuie énormément sur les grandes études, je le dis pour les uns et les autres, que vous retrouvez avec des liens dans le replay que vous avez, parce que notre actualité, elle est fondée aussi sur des études, sur des déclarations, sur des sources factuelles que je signale systématiquement. Et dans le World Energy Outlook de l'AIE, qui fait date, très critiqué du reste aujourd'hui par le monde de l'énergie, considérant qu'ils mettent trop l'accent sur le renouvelable ou autre, eh bien, il y a aujourd'hui un peu une critique hein, de plus, enfin assez très très nette
sur la trop grande part que conserve le charbon et conserve le fossile aujourd'hui, adressée évidemment aux industries de l'énergie. Du reste, sur ce plan-là, on ne peut pas ne pas citer l'interview dans les Échos de Patrick Pouyanné de Total, qui dit des choses tout à fait significatives, au sens où, un, c'est les États-Unis qui font la loi sur ces questions-là, et donc, sous-entendu, moi, Total, je me mets à l'heure américaine. Et deux, eh bien, ne croyez pas qu'on ira vers des énergies qui seront un très bon marché, mais non plus, elles ne doivent pas être chères, elles ne peuvent pas être chères. Et donc, il faut absolument, euh, ça veut dire qu'on continue de faire ce qu'on fait sur le mix fossile et autres. Donc, c'est pas nouveau de la part de Total, mais ça donne bien un peu le là sur, je dirais, la façon dont les acteurs en fait, euh, je dirais, décident pour eux-mêmes un peu ce qu'ils pensent devoir qu'on devrait faire. Alors, je ne parle pas du débat budgétaire français dans le détail, mais il est très intéressant de voir qu'il révèle ce que j'appelais la schizophrénie, en tout cas, les contradictions et les débats qu'il y a. Est-ce qu'il faut abaisser le prix du gaz ou au contraire le remonter, les malus sur les véhicules, taxe énergie, ce que dans les échos, du reste, on appelle la taxe carbone à l'envers qui est en train de se mettre en place. Il est très révélateur d'une incapacité à assumer un choix de longue durée sur le renchérissement de l'énergie fossile. Et on veut en permanence sauver le pouvoir d'achat. Voilà, on en pense ce qu'on en veut, mais c'est important. Alors, les conclusions du Pact for the Future sont importantes parce que ça n'a pas capoté. Les Nations Unies ont continué d'avancer sur leur agenda là-dessus. Et puis, je renvoie simplement pour l'actualité, évidemment, au débat américain qui est très particulier, puisque même Madame Kamala Harris ne fait pas aujourd'hui de grandes déclarations sur nos enjeux énergétiques et durables, et plutôt à venir au secours aujourd'hui de la tech, ce qui est un de nos soucis principaux. Alors, dans cet agenda, il y a eu cette actualité droits humains qui est à justifier. Alors, je note qu'il y a toute une offensive aujourd'hui en attendant la transposition de la CS3D sur sa prise en compte insuffisante considère les ONG d'un certain nombre d'impacts environnementaux. Le rapport que Sherpa et CCFD ont fait au regard de l'insuffisance de l'application du devoir de vigilance français, lequel disparaîtra donc derrière puis l'affaire Lafarge, nous allons parler très rapidement avec nos deux interlocutrices. Alors, bon, il y a des initiatives intéressantes, la création par l'UNEP du GIEC sur la chimie, qui pourrait être une initiative assez fondamentale à noter. Sur le traité en cours, vous le savez, sur les droits humains, bon, ça patine. Sur le traité sur la réduction du plastique, là aussi, les tensions sont extrêmement fortes. Donc, et puis il y a beaucoup de bouquins aujourd'hui qui sont, je dirais, anti-écolo qui sortent. Donc, on voit bien que ça avance, ça recule, et il y a une dialectique là-dessus qui est problématique. Alors, le plus intéressant, c'est d'observer comment redémarre la nouvelle Commission européenne, qui à la fois essaie de tenir son Green Deal, mais a besoin de donner caution à la demande de compétitivité qui est l'enjeu de l'Union. À noter au passage que le prix Nobel d'économie est exactement sur ces sujets de bonne gouvernance, puisqu'il indique que la prospérité, elle dépend d'abord de la capacité des États à organiser aujourd'hui la réduction des inégalités et le bon fonctionnement des sociétés, plus que les marchés ou l'économie, ce qui est une leçon donnée à beaucoup qui ne l'affirment pas à ce niveau. Donc, dans les travaux de la commission, ce qui est important à noter, donc, on peut le voir pour certains comme un abandon, d'autres comme un pragmatisme positif, mais le report d'un an du règlement sur la déforestation est un signal extrêmement important. Alors, il a été obtenu par des tas de pays qui ont considéré que ça allait trop vite, trop fort, par beaucoup d'entreprises aussi. Il y avait le sujet cacao, café qui se trouvait et qui est déjà en grande crise, qui s'est trouvé aussi très, très gêné par ça. Bon ou mauvais argument, c'est à voir, mais on est là évidemment sur un rendez-vous majeur. On avait fait un progrès sur cette lutte contre la déforestation importée.
Il ne faut pas qu'il lâche, mais pour autant, il faut qu'il arrive à trouver un accord dans l'application avec les acteurs. Ça n'empêche pas, je cite certains libéraux, type Chalmin, qui en parlent de l'enfer de la déforestation, ce qui est à la fois excessif et complètement hors propos, me semble-t-il. Mais il faut bien voir que toute situation aujourd'hui est exploitée par tous ceux qui voudraient détricoter un peu les choses. Et ça, c'est quelque chose dont il ne faut pas être dupe. Bon, je m'attarde pas sur la question du loup, mais elle est très intéressante parce que elle montre justement cette extrême difficulté qu'on a en Europe à concilier agriculture et biodiversité avec tout le débat qui, en France sur les zones d'artificialisation, zéro artificialisation nette, la protection des zones humides, etc. On est encore là dans des polémique très, très, très forte. Il est très clair que du reste, ça sera, je le dis par ailleurs, en citant Nicolas Bavrez, sur le dossier agricole, que le Green Deal trouvera sa vérité ou pas. Et là, l'Europe est vraiment attendue. Bon, sur l'application des ESRS, donc toute la grammaire comptable extra-financière de la CSRD, celle-là, je trouve que plutôt ça travaille bien. Il y a beaucoup d'efforts d'échange qui se font. J'en parlerai juste après tout à l'heure. Donc, c'est plutôt là, il y a un effort d'accompagnement qui est plutôt intéressant. Typiquement, par exemple, on ne savait pas mesurer dans nos affaires, vous le savez les uns les autres qui faites des rapports toute la journée, la question de l'eau. Sur l'eau, on a bricolé, on avait l'eau grise, l'eau bleue. Hein. Bon, là, maintenant, on a sorti une définition qui est très claire sur la variation du prélèvement. Bon, enfin, on va pouvoir parler de la même chose. Idem sur les questions de circularité, où tout le monde se renvoyait des définitions, chacun qui l'arrange. Et là, donc, les FRAG et les autorités européennes ont, dans le cadre de l'application donc, de la CSRD, ont vraiment calé beaucoup mieux nos définitions, ce qui est un progrès intéressant. Alors, les mandats de négociation pour la COP de Bakou sont donnés. Vous pouvez les voir, les lire, je les rappelle. Alors, il y a à la fois la COP de Cali sur la biodive qui monte en puissance et sur le climat, celle donc qui va la 29e. Bon, difficile hein, dans un pays comme l'Azerbaïdjan, avec une remontée en puissance des acteurs de l'énergie dans le jeu. Euh, on verra ce que ça donne. Verra aussi si les États-Unis, post-élection, jouent un rôle ou pas. Eux qui font aujourd'hui l'économie de l'énergie. Bon, c'est à suivre de très près, mais on n'est pas sur un point fort, on n'est pas sur une asymptote de progrès, et c'est évident, plutôt dans ce que je dis, une litote. Alors, par ailleurs, en France, les acteurs institutionnels, on le voit bien, donc vont d'un pôle à l'autre entre je veux verdir et non, on veut vivre la croissance. On n'arrive pas à choisir, on n'arrive pas à tenir une ligne. Ça, c'est assez clair. Et on n'a pas vraiment une envie de transformation des modèles. On voudrait que la croissance continue tout en faisant de la croissance, entre guillemets, comme par tous les moyens. Bon. Et ça, c'est quand même un problème dans la pensée politique générale, un problème dans les choix des acteurs. Bon, on verra dans quelques temps. Déjà, il ne faut pas se casser la figure aujourd'hui. J'ai vu que Mme Pannier-Runacher ce matin menaçait de partir si on ne lui donnait pas son budget. Bon, très bien. Simplement, on assiste aujourd'hui quand même à des critiques qui sont très largement justifiées sur la façon dont on travaille, et la façon dont on travaille particulièrement mal sur ces questions-là. Est-ce que c'est un défaut de concertation avec les acteurs? Est-ce que c'est l'excès de bureaucratie des uns et des autres? Est-ce que ce sont des idéologies qui dominent sur le pragmatisme? Tout ça est probablement vrai. Mais on a vu, par exemple, les certificats d'économie d'énergie. Alors, la Cour des comptes ne veut plus entendre parler en disant ça ne marche pas. C'est ouais. L'empilage des administrations extrêmement critiqué. C'est vrai que le secrétariat général à la planification, plus son stratégie, plus l'ADEME, plus ceci, cela, on y perd son latin dans le qui fait quoi. Que sur ma prime rénov, alors là, on vient avec les subventions qui augmentent, qui descendent. Il y a plus, on veut plus s'attaquer au fuel, mais maintenant, bon, enfin, ça va dans tous les sens. Et ça, c'est évidemment des messages qui brouillent considérablement la politique vis-à-vis de l'opinion. Pour autant, il y a des choses qui avancent un peu ici et là. Bon, ce qui est très intéressant, c'est la fermeture complète par l'Angleterre
de l'ensemble maintenant, on a tourné une page de 2 siècles, hein, qui est très intéressante sur le charbon. Les propos que j'ai signalés de la profession des armateurs, qui dit nous, on peut faire des progrès de dépollution jusqu'en 2040-50, mais ne nous demandez pas d'aller vers le net zéro en 2050, on n'est pas capable dans l'état des technologies, etc. Bon, et là, j'ai relevé, parce que Niels Pedersen du Pacte mondial était intervenu récemment, et ici, sur ses propos à l'issue du Pacte des Nations Unies, sur le fait qu'on n'est pas capable encore de mesurer le lien entre entreprise et contribution aux ODD. Et ça, je pense que c'est une information très importante. Il faut que la recherche avance là-dessus et que les acteurs se mobilisent là-dessus. Si on veut pas simplement rendre des comptes sur des actions dispersées, mais montrer s'il y a un progrès de la durabilité des modèles. Alors, le rendez-vous du rapport AXA annuel, très intéressant, très important, je vous le signale, il faut le lire. Et au-delà des constats sur la multiplication des crises qui engendrent des risques importants pour le business, AXA dit attention, on a une désinformation, voire une mésinformation qui est extrêmement forte sur cette question-là, et c'est peut-être un des risques les plus importants. C'est qu'on ne sait plus qui dit quoi de vrai, d'important sur ces sujets. Je pense que ça, là, les entreprises, j'y reviendrai à la fin, ont une responsabilité qui n'est pas assumée aujourd'hui sur la vérité de l'information, pas simplement dans les comptes, mais dans la communication qui est faite en général. Bon, quelques intéressants à noter pour la France sur l'extrême difficulté de réexploiter des mines avec des accords avec les populations. C'est le débat qui a eu lieu dans l'Allier sur le lithium pour Imerys et d'autres qui sont en cours. Bon, voilà, c'est un certain nombre de sujets. Peut-être que Charlotte Michon nous alertera sur d'autres sujets juridiques aujourd'hui qui sont en cours sur ces questions. Mais c'est vrai que le dialogue local, on le fait, on le maintient. La CNDP n'est pas morte, mais pour autant, on n'a pas trouvé les choses. Et quand on voit la violence qui a caractérisé les travaux de la LGV Bordeaux-Toulouse récemment, on voit bien qu'on ne sait pas sur ces sujets environnementaux trouver les modes de dialogue démocratique. C'est quand même très préoccupant. Alors, dans ce débat politique, justement, qui alterne beaucoup entre des propositions soit trop utopiques, soit trop réalistes, pas assez ambitieuses. Je signale donc une demande importante des syndicats, parce que la dimension sociale, on n'en parle jamais assez, en disant que les marchés publics n'introduisent pas assez les clauses sociales. Bon, et puis le rapport de l'Institut Montaigne, je le cite parce que en fait, c'est une initiative du business pour le business, et pour une fois, on ne passe pas trop en disant c'est le pouvoir public de tout organiser, et il propose une sorte de péréquation entre produits gras et légumes avec une distribution d'argent pour l'accès des plus faibles aux légumes. C'est bon, voilà, enfin, c'est la filière qui doit se mobiliser. Le, le- la méthode en soi est très bonne. Et puis, mon ami Andrew Wilson, qui publie sa nouvelle, je vous en parle tout le temps parce que c'est le seul acteur qui tient bon aux États-Unis sur la réflexion CSR, Sustainability, et qui dit, vous inquiétez pas, OK, ça recule de partout, mais il y a un moment où on touche le fond et où les enjeux rattrapent. Voilà. Alors, bon, et c'est vrai que le mot qui peut l'emporter dans les mois qui viennent en Europe, ça sera celui de durabilité compétitive. Comment on va marier les deux concepts? Ça n'est pas un oxymore forcément, on doit pouvoir y arriver. Je termine, je vais à la conclusion de cette actualité en signalant toujours des livres. J'avais signalé le livre de Justine Ogier la dernière fois. Là, je signale celui du C3D, le collectif sur les 101 mots de la RSE. Bon, je m'abstiendrai pour y avoir contribué d'une part et aimait bien cette organisation, je m'abstiendrai d'un commentaire sur sa ligne directrice et sur la qualité des différentes choses, mais bon, bah, c'est pas bon, c'est un travail, c'est une petite pierre un petit caillou sur le chemin. Le livre de Schultz est très intéressant. C'est un vrai travail appuyé sur des expériences pour ceux qui veulent approfondir, aller très loin. Il fait une excellente réflexion sur les modèles d'entreprise. Et puis, je signale quand même le rapport des États généraux de l'information, dont on attendait évidemment beaucoup, dont il est sorti quasiment rien,
Et alors que c'est le sujet de la démocratie par excellence aujourd'hui en France comme ailleurs, et que les entreprises ne peuvent pas être passives par rapport à ça, elles sont émettrices d'informations. Comment l'information peut reconstruire une vérité démocratique, c'est vraiment un sujet qu'on n'a pas le droit de passer à l'as. Et donc ce rapport quand même soulève les points, il a le mérite de euh, faire scintiller un petit peu la lumière rouge. Voilà. À ce stade, donc, je voudrais maintenant m'adresser à nos deux expertes. Donc, je vais respecter mon horaire et je voudrais d'abord demander à Justine Ogier, que je remercie, euh, merci d'avoir accepté, de nous donner aujourd'hui une intention derrière la publication de son ouvrage qui s'appelle Personne morale, donc publié chez Actes Sud, et qui est un récit de l'affaire Lafarge. Euh, un, un livre, je l'ai déjà dit, donc très précieux pour tous ceux qui veulent réfléchir à des situations dans le monde très, très, très graves de ce type, liées évidemment en Syrie et à l'action Daesh, et au rôle qu'une entreprise peut jouer, ou surtout peut ne pas jouer. Et ce livre vient donc en complément déjà d'autres ouvrages que Justine a écrits. Moi, j'ai adoré L'Ardeur, qui était sur évidemment le drame syrien, qui est poignant, qui est toujours là. Et donc, je vais demander à Justine qu'est-ce qui fait qu'elle a considéré que le récit de cette affaire était un sujet pour un livre et pour la littérature. Alors, est-ce un livre littéraire, est-ce un essai? Qu'est-ce exactement, Justine? Et euh, est-ce que ton intention était de aller voir derrière les rideaux, la coulisse, de révéler un certain nombre de choses sur les intentions, les comportements des protagonistes, ou simplement de donner au lecteur un récit assez très, très factuel et très précis de ce qui s'est passé pour qu'il se forme un jugement. Quid de l'intention de cet ouvrage, Justine, d'abord? Merci beaucoup, Patrick, pour cette introduction. En fait, quand j'ai entendu parler de l'affaire Lafarge, comme beaucoup de gens en 2016, quand un article a paru dans Le Monde, révélant les premiers éléments de l'affaire, ça m'a tout de suite interpellée, parce qu'à l'époque, je travaillais donc à l'ouvrage que tu viens de mentionner, de l'Ardeur. Je travaillais sur ce qui se passait en Syrie et dans l'idée aussi de montrer que cette histoire syrienne, c'était pas juste une histoire lointaine, mais quelque part, elle nous concernait. Donc, quand j'ai pris connaissance de l'affaire Lafarge, quand j'ai pris connaissance de cette histoire d'une multinationale française installée en Syrie, qui finance des groupes armés qui viennent commettre des crimes sur notre territoire, évidemment, tout d'un coup, ces liens entre la Syrie et la France apparaissaient de façon indéniable. Donc c'est tout de suite une affaire qui m'a intéressée. Je vais revenir peut-être rapidement sur les faits de cette affaire quand même, bon, qui est assez Oui, connue, mais il y a certains aspects du dossier peut-être qui sont oui, moins connus. Euh, donc Lafarge a racheté en 2008 l'entreprise Orascom, l'entreprise égyptienne Orascom, pour 9 milliards d'euros, donc une somme colossale, et c'est très très largement endetté pour le faire. Et dans le portefeuille d'Orascom, il y avait un embryon d'usine en Syrie. Lafarge a investi encore 600 millions d'euros pour faire sortir une usine rutilante de terre dans le nord syrien, dans une zone très isolée, située pas très loin de la frontière turque et à peu près entre Alep et Raqqa. Donc l'usine finit par ouvrir en 2010 et en 2011, eh bien, c'est la révolution syrienne et qui se transforme rapidement en guerre civile. Très vite, d'autres multinationales françaises quittent la Syrie, notamment quand un certain nombre de dispositions en termes d'embargo sont prises. Mais Lafarge décide de rester. Et pour rester à ce moment-là, alors que bon, le conflit va commencer à faire rage autour de l'usine, eh bien d'abord, il va falloir qu'il verse certaines sommes aux groupes armés impliqués dans la région de manière large, enfin qui sont dans la région, mais qui contrôlent aussi en fait les routes,
les accès pour pouvoir continuer à être approvisionnés en matières premières, pour pouvoir continuer à expédier leur ciment et à faire venir leurs salariés. Ça, c'est un aspect de l'histoire, sachant que les groupes armés vont évoluer au cours des années, puisque c'est une situation dynamique et mouvante. Et Lafarge va rester jusqu'en septembre 2014, donc c'est un temps qui est très long. On parle de 3 ans. Euh, et donc, il y a cet aspect-là de versement, d'achat également de matières premières qui va commencer à se faire avec aussi l'État islamique, puisque l'État islamique va prendre le contrôle de toute une zone de laquelle vient notamment le pétrole et d'autres matières premières dont Lafarge a besoin. Et ça, c'est un aspect de l'affaire, donc ce sont les versements. L'autre aspect de l'affaire, c'est la manière dont Lafarge a traité ses salariés syriens dans cette affaire. Et ça, on en parle beaucoup moins, mais c'est vraiment une partie très importante de l'affaire, puisque très rapidement, Lafarge a mis à l'abri ses expatriés et demandé à ses salariés syriens de continuer à venir travailler, alors ils vivaient assez loin de l'usine, puisque c'est une zone très isolée. Donc, chaque jour, ils devaient prendre la route, des dizaines de kilomètres. Et évidemment, ces routes étaient jalonnées de checkpoints. Et donc, très régulièrement, les salariés étaient pris en otage, se faisaient tirer dessus. Il y a un salarié qui a disparu de manière définitive. Et rien n'a été prévu pour ces salariés jusqu'au bout, qui ont dû s'échapper seuls de l'usine, puisqu'il n'y avait même pas de plan d'évacuation, au moment où Daesh s'est emparé de l'usine en septembre 2014. Donc voilà, ça c'est en gros l'histoire. Et moi, en Le tant narratif. qu'écrivaine, cette histoire-là m'a intéressée pour tous ces liens qui se dessinent. Aussi, parce qu'il y a un autre volet dans le livre, c'est l'aventure juridique, puisque je me suis aussi Voilà. beaucoup intéressée à quelques juristes qui ont peu de ressources, qui travaillent notamment pour l'association Sherpa et qui ont porté plainte contre Lafarge pour financement d'entreprises terroristes, complicité de crimes contre l'humanité, mise en danger de la vie d'autrui. Voilà, leur travail est de faire ce qu'on appelle du contentieux juridique, c'est-à-dire de se saisir d'affaires emblématiques pour faire avancer le droit en la matière. Alors, ce point-là est extrêmement intéressant. C'est vrai que c'est un autre pan que tu développes particulièrement sur l'aventure, pas personnelle, mais la situation personnelle de ces militants, de ces lanceurs d'alerte, et plus que ça, de ces donc activistes juridiques, des associations que tu indiques. Et c'est évidemment pour ceux qui n'ont pas l'habitude de parler ou de travailler avec ces acteurs, une leçon à prendre sur le courage qu'il faut, sur le combat extrêmement difficile que c'est pour les ONG, du reste courageux, risqué, et qui se heurte à un monstre de puissance juridique en face de la part des multinationales. Il y a un déséquilibre fondamental. Et là, peut-être que Charlotte en parlera aussi, mais on voit pas, moi, je vois pas très très bien pourquoi le parquet et pourquoi finalement la justice française a mis tant de temps, se mobilise pas, n'est pas en appui. Enfin, moi, j'avoue que une des interrogations que ce livre me soulève, c'est tant le rapport entre les pouvoirs publics et Lafarge, et les pouvoirs publics et le contentieux dans cette affaire. Bon, je trouve que là, il y a une sorte de vide de la part des autorités françaises dans cette question, des autorités nationales, mais ça aurait pu être aussi d'autres acteurs internationaux, puisque là, on est dans la compétence universelle sur des sujets, des faits de ce type, de cette gravité. Bon, voilà, ça c'est important. Mais donc, il faut l'avoir aussi à l'esprit. Ça nous apprend aussi à comprendre aussi à quel point c'est difficile aujourd'hui de combattre juridiquement. Alors, cela étant dit, est-ce que tu peux donc, en allant plus loin, euh, nous expliquer pourquoi pendant 3 ans, pourquoi cet engrenage, pourquoi y a-t-il Lafarge a tenu bon dans sa position entre guillemets indéfendable. Qu'est-ce qui l'explique? Alors, tu le dis, hein, à un moment, c'est limpide. On le comprend pour ceux qui ne l'ont pas compris, qui ne le savaient pas avant, mais là, on le comprend bien. Et alors que, et moi, je peux en témoigner, moi, j'ai connu un Lafarge dans les années de Le Cerf, Colomb, etc., qui était le modèle de l'entreprise dans le dialogue partie prenante, qui était le modèle dans la prise en charge des enjeux environnementaux, et qui a créé le pacte mondial, etc. On a eu un Lafarge qui était leader en France de ça. Et là, on est tombé dans le précipice. Pourquoi?
Alors, effectivement, donc Lafarge, au début, a ces enjeux qui lui sont propres, bien sûr. Ils viennent d'ouvrir l'usine, c'est un nouvel outil qui a coûté extrêmement cher. Il y a, avec la destruction qui advient partout, évidemment, la perspective du marché de la reconstruction, qui est une perspective extrêmement importante. Et tout ça sur fond d'une situation financière, en fait, qui est très dégradée, un endettement assez fort et une fusion aussi qui est en train de se Voilà, préparer avec Holcim, qui doit être normalement une fusion entre égaux. Et il est voilà, très important aussi de ne pas déprécier cet actif voilà, tout est là. dans ce contexte-là. Mais en fait, ces enjeux-là, qui sont ceux de la Farge à cet instant-là, euh, quand même, donc sont sans arrêt euh, mis en priorité et résistent à la destruction et à la guerre qui font rage autour de l'usine, mais d'une manière qu'il faut parvenir à comprendre. C'est-à-dire qu'entre 2011 et 2014, il y a énormément de choses qui se passent et c'est vraiment tout près de l'usine. En juillet 2013, Daesh prend la ville de Raqqa, des massacres sont commis de manière quotidienne. En juillet 2014, il y a le génocide yézidi. Et tout ça est très largement couvert par la presse. Par ailleurs, il y a aussi les salariés syriens qui vivent des choses terribles, qui reviennent dans l'usine, qui racontent ce qu'ils ont vécu, etc. Et malgré tout, tout ça n'est jamais entendu, jamais pris en considération. Donc là, j'ai des pistes de réponse pour l'expliquer parce que il y a quand même donc cette manière de continuer à mettre leurs enjeux en avant. Moi, je le lis. Alors là, c'est vraiment mon avis de Oui, citoyenne et d'écrivaine, mais d'abord à une manière de se représenter la Syrie, ce pays dans lequel ils interviennent, qui est une sorte de terrain de jeu dans lequel finalement la vie des gens n'a pas beaucoup d'importance et la vie des salariés n'a pas beaucoup d'importance. Euh, et ça, on le voit très bien dans une phrase qui m'a hantée, qui a été prononcée par le directeur des opérations de Lafarge quand il s'est retrouvé en garde à vue et que le policier ne cessait de s'étonner en fait de ces millions versés à Daesh. Et le directeur des opérations lui répond, mais à ce moment-là, il n'y avait pas eu le Bataclan. Et il dit, c'était une affaire syrienne. Et donc, en fait, cette phrase, elle résume absolument sa conception du monde, cette conception du monde qui fait que, en fait, certaines vies n'ont pas la même valeur que d'autres. Voilà, donc ça, c'est quand même, je pense, un élément crucial. Et pour les salariés syriens, c'est pareil, on se cache toujours derrière l'idée qu'on leur donne du travail et point. Et ensuite, peu importe les conditions dans lesquelles ils doivent travailler, toutes les règles sont suspendues en quelque sorte. Ensuite, alors moi, en tant qu'écrivaine, je m'intéresse beaucoup à la langue et je dois dire qu'il me semble que cette langue de l'entreprise qui, perçue de l'extérieur, est quand même très particulière, joue aussi son rôle. J'ai lu avec beaucoup d'attention tous les messages que ces hommes, parce que j'en suis désolée, mais ce ne sont que des hommes, hein, les protagonistes de cette c'est pas affaire, le- et les messages qu'ils s'envoient, les comptes rendus de réunion, sont envahis en fait de formules toutes faites, d'acronymes, de mots qui finissent par être totalement vidés de leur sens à force d'être employés, des mots comme éthique, responsabilité, compliance, qu'on va brandir à tout bout de champ et qui en fait, dont on se rend compte qu'ils ne veulent plus rien dire. Par exemple, dans tous ces comptes rendus, en 3 ans, le mot guerre n'apparaît pas une seule fois. Donc en fait, on a une vraie difficulté à nommer la réalité des choses, de ce qui se passe autour d'eux. Les millions versés à Daesh deviennent une obole. Les difficultés rencontrées par les salariés deviennent un bon exercice de management. Enfin, en fait, c'est sidérant à quel point la langue tient à distance en permanence ce qui est en train de se passer et rend, à mon avis, ces gens à un moment donné, incapables de comprendre en fait la gravité oui. de ce qui arrive. Le réel est comme mis à distance. Ça, Euh, c'est extrêmement intéressant que de ton point de vue, vraiment, je dirais d'écrivaine, donc de personnes qui travaillent sur les représentations, les imaginaires et la vie de la société, tu perçoives ça. Je pense que c'est un point, mais considérable aujourd'hui dans l'asymétrie qui caractérise le monde de l'entreprise aujourd'hui. C'est un monde à part versus le monde tout court. Et je pense que là, tu jettes un éclairage extrêmement important. Mais nous, on s'interroge aussi sur le fait parce que là, on pose des questions en tant que responsable en entreprise sur pourquoi les cordes de rappel n'ont pas fonctionné. Et je pense que Charlotte aussi aura un mot à dire là-dessus. Pourquoi la direction juridique n'a pas été capable d'intervenir? Pourquoi la direction RSE n'a rien dit? Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas constitué, enfin c'est ce qu'on devine dans ton livre, une bulle autour de Lafon, lequel Lafon a
vous voulez à tout prix éviter la dépréciation de l'actif, comme tu l'as dit, c'était sa seule raison, à tout prix. Et donc, en fait, aucune corde de rappel, mais même pas les cordes de rappel judiciaires. Et j'y reviens à des pouvoirs publics. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'il y ait une telle autonomie du décideur DG dans cette affaire? Oui, mais enfin, je pense que c'est en partie lié effectivement cette difficulté aussi à représenter ce qui advient en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a même pas la capacité ensuite pour d'autres acteurs dans l'entreprise aussi de se rendre compte de ce de la gravité de ce qui se passe. Mais il y a aussi oui, enfin, au-delà des responsabilités de la fond, du fonctionnement en bulle, etc., de façon plus large, on ne pouvait pas ignorer à l'époque, et donc personne ne se pose la question à titre individuel aussi, au-delà des Voilà. mécanismes mis en place, à titre individuel, personne ne se pose la question comment est-ce qu'une usine peut continuer de fonctionner dans le nord syrien à ce moment-là où chacun sait ce qui se passe dans cet endroit-là de la planète. C'est quand même ce dont on parle tout le temps. Oui, Donc oui, là, je pense qu'il y a aussi un problème au-delà des systèmes de compliance, etc., de responsabilité individuelle, en fait, hein, de questionnement moral, en fait. Euh, bien sûr, et bien ensuite, je sûr. pense qu'il y a aussi, et d'où enfin, le titre de mon livre vient de là, une Oui, responsabilité bah, du système, bien sûr, parce bien qu'aujourd'hui, sûr. donc les personnes physiques sont mises en examen, la personne morale aussi est mise en examen, et il est très important aussi, effectivement, de responsabiliser derrière les grands actionnaires, les administrateurs, voilà, tout un système qui est rarement inquiété en fait par la justice. Il y a d'autres complicités, sans doute qu'on peut noter, celle de l'État français qui ne pouvait pas Alerté, ignorer la présence, malgré ce bien qu'a dit sûr, Laurent Fabius devant bien les sûr, juges en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères, qui ne pouvait pas ignorer la présence bien sûr. de Lafarge en Syrie à ce stade. On peut aussi noter la complicité des banques qui ont prêté à Lafarge et n'ont pas demandé à récupérer leur argent, dont la Banque européenne d'investissement quand même. Oui, Donc c'est quand même, et qui n'a jusqu'au bout pas demandé voilà, à oui, reparler de cette dette. Voilà, donc oui, ça c'est un peu les pistes en termes d'éléments oui, de oui, oui, oui. question. C'est un effondrement des valeurs. C'est un effondrement des valeurs, cette opération. Dans un monde qui recrée ses valeurs et qui se nourrit d'un discours de valeurs. Et on voit bien que là, on est dans une création qui est absolument incroyable, d'une auto-justification à part. Moi, j'ai eu l'occasion bon, d'assister à une réunion à haut niveau avec Bertrand Collomb et Lafont sur cette question. Et je me suis fait mon explication de ceci. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un tel enjeu financier personnel en réalité sur le maintien de la valeur de cet actif, puisqu'il s'agissait en gros dans les comptes, il fallait éviter de déprécier 300 à 400 millions à peu près, ce qui était très gênant pour la négociation pour la suite et pour Lafarge. Donc, ceci a fait qu'on a été incapable d'analyser une situation. Pourquoi des entreprises et c'est ça la leçon pour nous, sur la question des droits humains, mais c'est aussi sur la question de l'environnement, de la pollution, sur la question de la toxicité d'un certain nombre d'activités. Enfin, dès lors que l'on nuit à l'humanité, pourquoi on n'est pas capable de prendre en compte à ce niveau de responsabilité ces sujets? Alors, on pourrait, on peut relire Hannah Arendt autant qu'on veut, hein. On apprendra pourquoi. Mais sur ce que je vais qualifier cette banalité du déni, enfin, qui est étonnante et qui, moi, me laisse pantois parce que j'aurais passé pas mal d'années de ma vie à essayer de croire ou de faire croire, je ne sais pas, que les entreprises peuvent avoir des valeurs et peuvent avoir des principes supérieurs aux lois du marché, et que là, venant d'un acteur dominant dans ce truc, ça s'effondre totalement. Alors moi, j'ai tendance à penser qu'il y a un effondrement personnel, que Lafont est vraiment responsable personnellement, bon, et qu'il a anesthésié complètement tout autour de lui, et qu'avec un autre leader, ça ne serait pas passé forcément. L'affaire de Russie me fait penser que, bon, c'est pas toujours une affaire personnelle et que les structures ont tendance aussi, et j'aimerais avoir l'avis de Charlotte là-dessus,
bon, on montre que les systèmes aussi savent organiser le déni. Mais dans une situation qui est aussi terrible, Justine, est-ce que tu peux essayer de nous dire si, à un moment dans le récit, du reste, comment l'engrenage aurait pu s'arrêter? Je veux dire, alors, est-ce qu'il y avait des relations avec le pouvoir syrien? Est-ce que Lafarge entretenait des relations avec le pouvoir syrien? Je ne l'ai pas vu tellement dans le livre. Là-dessus, est-ce qu'il y avait une complicité dans cette affaire ou pas? Est-ce que Lafarge a parlé à Holcim? Est-ce qu'Holcim le savait, a laissé faire? Je veux dire, est-ce que derrière, il y avait de bonnes raisons pour la fond de continuer? Est-ce que tu sais des choses là-dessus? Non, non, je sais pas plus que ce que j'ai déjà Oui, mentionné par rapport au oui, pouvoir syrien. Ça a été largement laissé dans l'ombre par l'instruction. Ça aurait pu être aussi un aspect important à évoquer puisque Lafarge a quand même continué de payer ses impôts. Alors, l'usine, elle était située dans une zone qui était plus contrôlée par le régime syrien, mais en revanche, le siège de la filiale se trouvait à Damas et Lafarge a payé oui, ses impôts à l'État syrien jusqu'à la fin. Donc, c'est aussi une question qu'on aurait pu poser. Des complicités de crimes graves, très graves, pouvaient aussi être enfin, stigmatisés oui, là. oui, Voilà. oui. Mm. Alors effectivement, Charles va en parler maintenant, je vais pas savoir sur le chef d'accusation de complicité de crimes contre l'humanité, puisque là on est sur là on est sur le financement du terrorisme, sur lequel les faits sont avérés. On verra ce que le tribunal en décide. Mais cela dit, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Et je pense que cette situation que tu as bien voulu nous détailler, nous expliquer vraiment pour qu'on la comprenne, et sans maléfice, ton livre n'est pas idéologique, ton livre n'est pas à charge. Il est un récit mesuré, je trouve, extrêmement bien écrit, qui, autour du combat difficile et courageux, encore une fois, des ONG dans cette affaire, nous permet de rentrer dans le pourquoi, quoi, de se poser une question, comment on peut, en Europe, dans un monde occidental qui se pique d'avoir une contribution aux valeurs, laisser filer des trous béants à ce niveau-là. Bon. Voilà. Charlotte, tu reprendras la parole, Justine, mais Charlotte, est-ce que vous voulez maintenant commenter un peu ceci et compléter la réflexion du point de vue juridique qui est le vôtre? Oui, oui, bien sûr. Alors, rapidement, je ne sais pas dans quelle mesure les auditeurs sont initiés, mais il y avait, on va dire, trois, je vais essayer de vulgariser le plus possible, trois fondements possibles contre Lafarge et ses dirigeants. Il y avait la partie financement des terroristes, et donc là, la mise en examen a été confirmée. On a su avant-hier qu'il y avait un renvoi devant le Voilà. tribunal correctionnel, donc les audiences, le procès va arriver, etc. Donc ça, c'est Lafarge et quatre dirigeants. Il y avait la partie complicité de crimes contre l'humanité, je vais y revenir, et il y avait un autre fondement qui était une mise en examen pour le délit de risque causé à autrui sur la question de l'obligation de sécurité qui a été finalement refusée, si je puis dire, par la Cour de cassation pour des raisons d'application de la loi française. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est intéressant, c'est que ce qu'avait décidé en première instance et la Cour d'appel, c'est que le fait qu'il y avait un lien d'immixtion fort entre la société mère et la filiale sur la question de la santé-sécurité, parce qu'il y avait une politique groupe sécurité, ce que beaucoup d'entreprises ont, parce qu'il y avait des engagements, etc., suffisait à caractériser le lien et l'application avec la loi française. Et ça a été contredit par la Cour de cassation qui a plutôt regardé pour la compétence de la loi française les questions de contrat de travail des Syriens et le fait que tout se passait en C'est série, que étonnant. c'était le droit Restons une syrien, seconde, etc. Charlotte. Une seconde Ouais, sur ce je point suis qui est assez pas sûre. scandaleux pour les salariés. Est-ce que Voilà. avec la législation sur le devoir de vigilance, c'est étonnant cette décision de la Cour de casse? On va parler des liens avec le devoir de vigilance. Bah, c'est étonnant, c'est-à-dire que là, on est sur du pénal, donc c'est un peu plus, c'est même beaucoup plus strict, mais c'est sûr que la conséquence, c'est que ça ne permet plus aux victimes d'aller directement pour l'instant, et ça, vous le mettez bien en avant dans votre livre, Justine,
d'aller chercher la responsabilité, enfin de faire reconnaître les dommages qu'ils ont eus sur cette partie mise en danger délibérée de la vie d'autrui, qui n'est pas contesté en soi le fait qu'ils étaient en danger. Donc, c'est vraiment des questions de compétences. On va parler après du devoir de vigilance qui permet de faire sauter en fait tout un tas justement de ces questions très juridiques et aussi d'autonomie de la personne morale. Mais c'est pas du pénal, c'est pas la responsabilité, donc c'est quand même un autre fondement. Donc, si on revient D'accord. sur ce que apporte finalement, alors on est au stade de la mise en examen pour la complicité de crimes contre l'humanité, il y a eu beaucoup de recours, mais la dernière nouvelle, si je puis dire, c'est que il y a eu validation de la possibilité de mettre en examen, enfin, de la mise en examen de Lafarge pour complicité de crimes contre l'humanité. Et c'est la première fois qu'en fait, on va chercher, là je vais parler que de la personne morale, hein, parce que les entreprises, sur ce fondement, donc pour complicité crime contre l'humanité. Et la Cour de cassation a dit, et c'est là où elle a relancé un peu l'affaire, c'est que, alors, pour prouver la complicité, ce que soutenait Lafarge, c'est de dire, bah non, mais on n'avait pas l'intention d'être associé à ces crimes contre l'humanité de Daesh, etc. Donc, on ne peut être considéré comme complice. Et la Cour de cassation a dit, non, il ne faut pas prouver forcément l'intention de s'associer, etc. Mais que finalement, cette intention, qui est nécessaire, hein, qui est un critère pour la mise en cause de la responsabilité pénale, se caractérise par la connaissance des actes de Daesh. Et donc, le fait de verser en connaissance de cause à une organisation qui, en l'occurrence, n'était que criminelle et qui commettait des actes, et ça, tout ça, vous en avez parlé, Justine, il n'y a pas tellement de... Voilà, suffit à caractériser la complicité par aide et assistance. Donc, c'est la première fois que c'est confirmé. Alors, il y a sûrement, hein, avec l'affaire Lafarge, donc on va attendre, hein. Ça ne veut pas dire qu'elle Oui. est coupable, hein, mais en tout cas, il y a la mise en examen validé. Il y a un cas d'espèce sûrement avec cette affaire qui est liée au financement du terrorisme, hein, et qui sert aussi évidemment dans la partie crime contre l'humanité puisque c'est le lien. Cependant, il y a d'autres affaires pénales, vous l'avez dit, qui sont pour l'instant au stade de l'instruction ou de la mise en examen ou de la plainte, qui sont portées par les mêmes associations, donc Sherpa notamment, aussi ECCHR, etc. Donc, on pourra parler du rôle des ONG dans ces combats. Et qui vise, encore une fois, aussi à aller chercher la responsabilité pénale de l'entreprise en tant que société mère, mais aussi sur l'ensemble de la chaîne de valeur. On a des affaires qui concernent Excelia Technologies, Nexa Technologies. Donc là, alors, Nexa, ça a été arrêté, mais Excelia Technologies est toujours en cours. Là, c'est des complicités de crimes de guerre et c'est par rapport à l'usage qui est fait d'un logiciel, enfin de produits de l'entreprise. Donc là, Oui. c'est plutôt sur la partie aval. On a aussi une plainte qui a été portée contre Uniqlo, Inditex, SMCP, Skechers. Donc là, c'est plutôt sur la partie amont pour recel de crimes contre l'humanité et génocide par rapport au fait qu'ils bénéficiaient de produits qui auraient été issus des violations euh, Oui. liées à Oui. la communauté ouïghour en Chine. Donc là, c'est plutôt sur la partie amont. On a aussi BNP qui est là accusé de complicité contre crimes contre l'humanité sur la question du financement dans le génocide soudanais au Darfour au Oui. début des années 2000. Donc tout ça montre que quand même, c'est plutôt cette affaire, entre guillemets, Lafarge, même si on attend voilà, euh, euh, permet de positionner la recherche et les échanges et les discussions devant les tribunaux français par rapport à la responsabilité pénale de l'entreprise française en tant que société mère et entreprise donneuse d'ordre. Je ne dis pas que toutes les affaires vont aboutir, mais en tout cas, ça donne un cadre. Alors, est-ce que ça va régler le problème entier des entreprises et des droits de l'homme? Sûrement pas, parce que c'est quand même des cas très spécifiques, c'est des violations vraiment très graves des droits humains. C'est limité, enfin, je veux dire, il y a des questions de preuve dans le droit pénal d'interprétation stricte qui vont jouer beaucoup. Pour autant, ça permet d'engager la responsabilité de la société mère et des dirigeants, ce qu'on n'a pas, par exemple, on va y revenir avec le devoir de vigilance. Oui. Voilà, et la limite aussi, et ça on l'a déjà dit, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des affaires, certes, dans certains cas, suivies par le parquet, etc., mais qui sont portées et qui dépendent de la volonté et la motivation et les ressources d'ONG et de victimes. Et on sait les obstacles qu'il y a pour l'accès aux victimes, et c'est sur des temps très longs.
Alors, je voudrais vous poser à ce stade la question que j'avais posée à Justine, mais vous la vivez plus de l'intérieur vous-même en tant qu'acteur du droit. Mais est-ce qu'on peut y voir un renforcement de l'action de la justice française, du parquet dans cette affaire, de son organisation, au regard des enjeux, bien sûr, de droits humains et de vigilance au sens large? Est-ce que cette affaire traduit quand même une meilleure prise en compte de ces questions? Alors, cette affaire-là, honnêtement, je pense qu'il y a un effet Enfin, je vous l'ai dit, il y a le lien, et ça aussi, c'est montré aussi dans votre livre, hein, le financement du terrorisme. Donc, de là à dire que c'est ça va entraîner une mouvance, etc. Peut-être pas, enfin, en tout cas, il est trop tôt pour le dire. En revanche, on voit que d'autres affaires comme Vinci, par exemple, sur le travail forcé au Qatar, ont été relancées, que certaines affaires, en tout cas, il y a des instructions qui sont menées par rapport à ces enjeux-là depuis, je dirais, allez, 2, 3 ans. Et donc, on pourrait qualifier qu'il y a une meilleure prise en compte des autorités parquetières sur ces questions. En tout cas, une volonté de approfondir. Mais c'est encore un peu tôt pour le D'accord, faire. Ce qu'on voit aussi pour faire un lien avec le devoir de vigilance, c'est que dans ces affaires-là, ils vont aller regarder la démarche de vigilance de l'entreprise pour aussi qualifier ou non le lien de causalité ou l'interprétation qui pourrait être faite de l'infraction pénale. Mais c'est vraiment, encore une fois, du pénal. Il y a des infractions limitées avec des critères assez précis. d'accord. Euh, Si on prend généralement plus, puisque c'était une de vos questions de préparation, Oui, enfin, on en est où dans la protection des droits de l'homme par les entreprises et dans leurs voilà, responsabilités en matière élargissons. de droits de l'homme? Élargissons. Là, c'est clairement le devoir de vigilance, hein, le premier levier, hein. Le devoir de vigilance, c'est le moyen pour l'entreprise de s'assurer de respecter sa propre responsabilité en matière de droits de l'homme, et sa propre responsabilité, c'est de ne pas nuire, c'est de ne pas avoir d'atteinte négative sur les droits humains, et avec une responsabilité évidemment élargie, c'est le sens du devoir de vigilance, sur les filiales à l'étranger. Donc là, on capture bien tous les activités des filiales directes et indirectes, mais aussi sur certaines de ces relations commerciales, et notamment les fournisseurs et les sous-traitants. Et le devoir de vigilance à la base, il vient des années 2010 de la soft law, mais il vise précisément à créer ce lien de responsabilité qui n'existe pas aujourd'hui, qui n'existait pas, et pour donner accès à réparation aux victimes qu'il y avait. Donc, c'est toujours d'ailleurs très porté par la société civile. Donc là, on retrouve vraiment cette idée de aller mettre en cause la responsabilité de la société mère et entreprise de nos ordres parce qu'elle bénéficie de Oui, ces infractions, de ces atteintes aux droits humains, et qu'elle doit être pour ça tenue pour responsable. Mais par contre, c'est une nouvelle obligation au sens devoir de vigilance. Et donc, c'est une obligation vraiment juridique qui est encore à construction. Et vous le savez, elle est en train de se judiciariser. Il y a la loi française de 2017, il va y avoir la future directive, il y a la loi allemande, etc. Donc là, vraiment, c'est quelque chose qui va permettre, j'espère, je ne sais pas, de prévenir toutes les atteintes aux droits humains, certainement pas, parce que je pense que une entreprise au niveau opérationnel, voilà, mais en tout cas, c'est l'objectif de prévention et surtout de permettre une certaine réparation, mais cette fois-ci sur le fondement de la responsabilité civile, mais dans en la fait. CS3D, parce que vous avez évoqué la question, la responsabilité des administrateurs est engagée, Non, non? non, ça a été enlevé. Ça ne... Il Ça, n'y a ça a pas un été mot... enlevé Oui, dans les derniers textes. Il y avait la possibilité d'avoir une oui, responsabilité des dirigeants oui, sur plan de transition, mais aussi au tout début de supervision générale sur la démarche oui, de vigilance. Et donc, oui. ça a été enlevé dans le dernier texte. On a maintenu un niveau de sanction au profit d'un niveau de sanction élevé, le pourcentage du chiffre d'affaires, c'est ça? Sanctions administratives, tout à fait, en cas de... Voilà, il y aura une nouvelle autorité de contrôle, donc évidemment, qui pourra être saisie Oui, par des ONG ou par des personnes, par des syndicats, etc., qui pourront des pouvoirs d'enquête, de contrôle dans les entreprises et de sanctions administratives, donc notamment pécuniaires, jusqu'à 5% du chiffre d'affaires mondial. Donc, ça peut quand même être assez conséquent. c'est ça. Et qui pourra aussi prononcer des injonctions et des mesures de cessation de l'atteinte. C'est là où peut-être que ça Voilà. sera, ou sûrement que ça sera plus rapide aussi que s'il y a une atteinte, évidemment, que la Hmm. partie judiciaire qui est encore une fois sur un temps long. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout
de rôle des juges, Ouais. mais en tout cas, on aura Est-ce que le un- double effet. Oui. Justine va pouvoir compléter aussi cette question, mais à un moment, Lafarge, dans sa défense, a essayé d'entraîner les autorités en disant, bah, on nous a jamais rien demandé d'arrêter. En fait, on a fait ce qu'on nous demandait. Euh, Comment vous analysez, vous, Charlotte, cette question un peu de la passivité des divers du coup, des autorités françaises et des autorités de justice quand même dans cette affaire-là? Comment vous l'analysez? Elle a duré trois Euh, ans, comme l'expliquait Justine. Elle a duré 3 ans, mais elle a été l'article, elle a été mise à jour. Je dis pas qu'ils n'étaient pas au courant, mais elle a été mise à jour publiquement en juillet 2016, c'est ça l'article du Monde. Moi, ce qui m'interroge le plus, honnêtement, c'est pas, enfin, parce que je connais moins, c'est aussi, vous l'avez déjà expliqué, c'est la passivité, si je puis dire, des acteurs internes, mais aussi de tous Oui, ceux qui sont amenés à lire les rapports des entreprises, les CAC, voilà. ça a été cité aussi. Enfin, je veux dire, il n'était pas caché qu'il y avait une usine en Syrie. C'était dans le rapport document de référence des investisseurs, des banques. Ça, je crois qu'aujourd'hui, ça a changé, notamment avec la question du devoir de vigilance et l'obligation légale. Pourquoi? Parce que il y a de plus en plus d'acteurs, même internes, qui sont mandatés, en fait. Enfin, le devoir de vigilance, c'est une approche par les risques, donc il faut faire une cartographie des risques. Et donc, Mm, il y a des points, des red flags qui sortent. Et évidemment, alors, peut-être que Lafarge aurait dû la faire, mais en tout cas, elle n'avait pas l'obligation légale, mais que si elle avait fait une cartographie des risques, si quelqu'un avait été mandaté pour faire une cartographie des risques de droits humains, c'est évident que l'usine serait sortie parce que zone de conflit, ou enfin je parle en général d'ailleurs des points saillants, hein, zone de conflit, des atteintes potentiellement graves puisque c'était atteinte à la vie et intégrité physique, c'était un site isolé, donc voilà, mm. ce serait sorti. Je ne sais pas quelle décision aurait été prise, mais en tout cas aujourd'hui, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a des gens dans l'entreprise qui doivent faire cette cartographie des risques, qui doivent pointer là où il y a des risques et qui doivent soulever la question et qui le font de plus en plus. Et je pense que, et aux acquis de droit, donc à peu près sûrement à tous les niveaux dans l'entreprise, et je pense que c'est plus dur d'objectiver une décision comme ça de continuation d'une activité si on est spécifiquement interrogé sur la question et si on doit faire un peu, entre guillemets, les pour et les contre, hein. Le devoir de vigilance, c'est une obligation de moyens. Le devoir de vigilance, il ne dit pas vous ne devez pas aller dans les zones de conflit. Le devoir de vigilance, il dit vous devez prendre la décision en connaissance de cause et évaluer les impacts négatifs que vous devez avoir et les objectiver. Donc, si euh, plus il y a de personnes en interne qui sont concernées, qui sont mandatées pour évaluer ces risques-là, plus ils vont poser de questions, Ouais. plus ce sera sûrement difficile de prendre une décision, enfin en tout cas de Mais justifier ouais. une décision comme celle-ci. Et aujourd'hui, les banques ont aussi leur propre devoir de vigilance. Donc les banques peuvent interroger les entreprises, doivent interroger pour éviter leurs propres responsabilités, les investisseurs, etc. Donc, de fait, des décisions aussi, enfin des situations Mm, aussi graves que celles de Lafarge, ouais. aussi sérieuses, voilà, en termes d'impact négatif sur les droits humains, serait, à mon sens, beaucoup plus difficile à prendre parce que beaucoup plus de gens regarderaient ce qui se passe. Je ne dis pas que c'est une excuse, hein. Mais Voilà. Et la deuxième chose, c'est que la responsabilité des dirigeants, on en a parlé, c'est que là, alors on essayait de comprendre la différence, enfin pourquoi au niveau du siège, ça n'était pas, voilà. Si personne, enfin c'est très siloté encore dans les entreprises, donc si personne n'a une vision, on lui demande de regarder spécifiquement ces risques, et là il y a évidemment des personnes qui auraient dû regarder ces risques, la sûreté, bien évidemment, mais bah, ils ne se sentent pas forcément impliqués, mandatés, responsabilisés, et donc ça peut amener malheureusement à ce que personne ne fasse le lien à un moment, quoi. Et là aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus compliqué. Oui. Alors, avant de passer la parole aux uns et aux autres pour poser des questions, Arnaud va vous redistribuer les questions. Mais Justine, il y a quand même, on revient une seconde sur le fait que même cette suite judiciaire aurait pu jamais arriver. Et s'il n'y avait pas eu quand même euh, ce combat extrêmement courageux des ONG dans cette affaire, tout ça aurait pu jamais ne remonter à la surface. Oui, absolument. En fait, tout était comme organisé pour qu'en fait Lafarge soit pas tellement inquiété.
si ce n'est qu'il y avait la fusion en cours. Donc, il y a eu, comme toujours dans ces affaires, une procédure de justice interne qui a été déclenchée, d'enquête interne, qui a été menée, évidemment, mais dans l'objectif affiché de protéger les actionnaires, qui a été menée de façon à charge, vraiment, contre les dirigeants de Lafarge. Mais tout ça dans un contexte de fusion qui montre bien à quel point Ouais. ces processus sont, selon moi, totalement invalides. En fait, ils sont guidés par bien des objectifs qui n'ont pas grand-chose à voir avec celui de la justice. Là, il s'agissait vraiment de se débarrasser de toute la gouvernance de Lafarge et pour Holcim de finir d'avaler en fait Lafarge. Il y a eu aussi une autre chose intéressante, c'est qu'au moment où l'affaire est sortie, il y avait une mission d'information de l'Assemblée nationale qui était en cours sur les financements de Daesh. Donc les députés ont dû se pencher sur la question des activités de Lafarge en Syrie. Et on a vu un certain nombre de contacts pris entre les députés, les dirigeants de Lafarge, les députés disent aux dirigeants de Lafarge, ne vous inquiétez pas, ça va aller, etc. Et dans les conclusions du rapport de mission d'information, il est dit que Lafarge n'a absolument rien fait de mal, alors qu'il y avait déjà des documents qui montraient tout le contraire. Donc ça, c'est, je Ça, dirais, la façon dont habituellement les choses se passent pour étouffer ce type d'affaires. Et évidemment, cette affaire, elle doit tout, effectivement, à la grande détermination de quelques femmes juristes et des associations, des ONG. Il y a eu quand même des relais, il y a eu des juges d'instruction extrêmement déterminés qu'il faut, voilà, il faut souligner leur rôle aussi. Et puis la particularité, la grande particularité de cette affaire, c'est qu'elle explose à un moment 6 mois après les attaques sur le sol voilà. français de novembre 2015 qui font qu'évidemment, on ne peut pas la considérer euh, Sans voilà, lien. on la considère depuis cet endroit-là. Mais effectivement, et je voudrais quand même aussi relier l'affaire, je crois il y a vraiment un avant, il y aura un avant, un après Lafarge. Je pense déjà que la loi devoir de vigilance, enfin, le cas Lafarge a été cité souvent dans les hémicycles et tout le travail, en fait, et les ONG, et notamment Sherpa, ont été très impliqués le- Oui, ce travail-là autour de la loi devoir de vigilance. Donc voilà, je crois il faut le souligner aussi, mais qui effectivement ne concerne que le civil. En revanche, je crois aussi que grâce à l'affaire Lafarge, on avance aussi sur le plan pénal, puisqu'il y a quand même, en termes de responsabilité de la maison mère, là, quelque oui, chose qui se c'est passe, ça. qui fait jurisprudence. Arnaud, est-ce que tu peux nous donner les questions des uns et des autres? Oui, bien merci à toutes les deux. J'ai un certain nombre de questions. Alors, je propose de vous les poser en même temps parce que finalement, vos interventions étaient très entrecroisées, soit sur le cas spécifiquement Lafarge, Justine, soit sur les autres affaires que vous avez remontées, Charlotte. J'ai un premier ensemble de questions qui portent sur. Alors, on a bien conscience, hein, vous l'avez rappelé, Charlotte, que ces affaires, enfin, en tout cas, Lafarge est intervenue avant le vote de la loi sur le devoir de vigilance et de la loi Sapin, qui aussi aurait pu permettre éventuellement par des contrôles sur les corruptions de le remonter dans une certaine mesure, je ne sais pas. Mais pas mal de questions sont posées sur la faillite des contrepoids internes, que ce soit de la part du conseil d'administration, des représentants du personnel. Vous n'avez pas du tout cité ce type d'acteur. Des questions aussi sur quelle a été la réaction des investisseurs et notamment la position de Holcim, qui était ou n'était pas, je ne sais pas, au courant de ces situations, mais comment il a joué dans ce jeu-là. Donc, pardon, donc voilà. Et une autre interpellation aussi, c'est que manifestement, les lanceurs d'alerte ou les systèmes d'alerte, je pense aux lignes de les whistleblowing qu'on met en place traditionnellement dans ce type de cas, n'ont pas fonctionné. Donc, est-ce que voilà, une explication des éléments de Qui veut, qui veut commentaires? répondre d'abord à ça? Charlotte, vous répondez, puis Justine Ouais. complétera. Sur les syndicats, ben, oui, et pour cause, mais ça aussi, en fait, je crois que c'est aussi lié aussi au manque de sensibilisation, d'initiation des syndicats aux risques droits humains et aux enjeux droits humains. Et c'est de moins en moins le cas, mais enfin, je dis des syndicats, hein, je dis de tout le monde en général, hein, de tous les acteurs que vous avez cités, mais c'est de moins en moins le cas, mais d'où l'intérêt de les former. Et en l'occurrence, sur les syndicats, alors je ne sais pas quel est le droit syrien et la liberté d'association. Vous ne l'avez pas mentionné dans le livre, Justine, donc j'en déduis qu'il n'y avait pas de représentants de travailleurs dans l'usine, au sein de l'usine, et c'est bien une question, mais ça aussi,
travers le devoir de vigilance, les entreprises doivent identifier là où il n'y a pas de représentants de travailleurs et où elles ont un manque de visibilité précisément sur les pratiques. Donc, tout ça aurait dû ressortir. Le dispositif d'alerte, pareil. Alors déjà, je ne sais pas s'il y en avait un. Je pense que dans les grosses entreprises comme Lafarge, il devait y en avoir un avant, mais un qui n'est pas communiqué. Dans le devoir de vigilance, on demande aussi un dispositif d'alerte, des mécanismes de réclamation, mais s'ils ne sont pas communiqués, s'ils ne sont pas effectifs, si les utilisateurs ne peuvent pas l'utiliser en confiance, et là, en l'occurrence, dans les cas difficiles au niveau opérationnel, bah, il faut que ce soit les managers qui leur disent vous pouvez utiliser. Donc tout ça, c'est des questions d'effectivité. Alors, c'était avant la loi française sur le devoir de vigilance. Effectivement, je pense qu'il y avait des process qui n'étaient pas mis en place parce qu'on ne leur demandait pas de le mettre en place. Aujourd'hui, les process existent, mais ça ne suffit probablement pas, surtout dans des contextes sensibles, et il faut renforcer l'effectivité. Et l'intérêt du devoir de vigilance en termes d'obligations juridiques, c'est que les entreprises vont devoir prouver précisément devant les parties prenantes, d'abord devant l'autorité de suivi quand elle arrivera dans 3 ans, devant les juges pour ceux qui sont en contentieux, qu'ils n'ont pas juste fait un peu quelque chose de tick the box, mais bien quelque chose d'effectif en lien avec les risques. Et encore une fois, la situation dont on parle, et à tous les risques, enfin, tous les facteurs de risque cumulés, red flag possibles. Donc, Justine, voilà, de je votre... pense que c'est une question Ouais, de maturité aussi ouais. de la Sur, démarche. sur l'état des lieux un peu de ce paysage, je peux le juger de ton point de vue d'écrivaine un petit peu un étage au-dessus, je dirais, du droit. C'est quand même très étonnant. Enfin, ce décalage entre les situations aussi dramatiques et un formalisme qui a l'air de s'en fiche, quoi. Oui, enfin, là, c'est vrai que dans cette affaire Lafarge, enfin, moi, j'ai été incrédule beaucoup devant les documents, devant les comptes rendus de conseil d'administration dans lesquels on ne pose pas la moindre question sur la situation de cette usine, alors qu'on est vraiment dans des moments où la presse ne parle que de ça. Mais sur les systèmes d'alerte, etc., à titre très personnel, je présente mon livre très souvent en ce moment, et plusieurs personnes sont déjà venues me voir, de gens qui travaillent dans l'entreprise et qui me disent, mais en fait, euh, il y a aussi quand même une culture, on nous pousse au silence en fait. Il y a vraiment aussi un problème de comment est-ce qu'on considère Ouais, l'alerte, comment est-ce qu'on valorise l'alerte. Et encore aujourd'hui, ça, je crois qu'en termes de culture d'entreprise, il y a un vrai problème par rapport à ça de façon globale. Et de toute façon, on voit bien aussi que les entreprises, alors non seulement par rapport à leurs salariés, mais même par rapport à la société civile, sont quand même ces grandes entreprises dans une espèce de guerre lancée aussi contre ceux qui euh, dénoncent, ceux qui parlent. Et là, on pourrait peut-être aussi mentionner l'arsenal juridique qui est dégainé dès qu'une ONG pointe du doigt un manquement, un crime. Les cas sont extrêmement nombreux de ce qu'on appelle ces poursuites bâillons. voilà. Oui, Toujours des infractions diverses et variées, du préjudice réputationnel jusqu'à la diffamation. Enfin, voilà, il y a tout un arsenal juridique. Et je pense que c'est... Enfin, alors moi, c'est vraiment mon point de vue de citoyenne. Je pense que les mentalités, la société a considérablement changé dans sa perception, en fait, de ce qu'elle tolère de la part de ces grandes entreprises. ça, Et que les grandes entreprises n'ont pas cet intérêt à rentrer dans cette espèce de lutte ouverte juridique contre ceux, en fait, qui tentent juste de dénoncer des débordements qui sont inacceptables. oui. Là, tu mets vraiment le doigt sur un phénomène absolument à la fois nouveau et un choc de puissance, déséquilibré. On constate aujourd'hui, et là, il faut interroger aussi les directions juridiques, les contrôles internes et les avocats conseils, je dirais un déchaînement aujourd'hui des moyens alloués par les entreprises pour essayer de mettre le couvercle sur la marmite et d'empêcher un travail d'analyse de se faire objectivement, sérieusement. Alors, d'un autre côté, on va vouloir faire des dialogues parties prenantes dans l'un deux sens, et de l'autre côté, on tire à vue sur les acteurs. Enfin, c'est très, 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 très préoccupant. Et ça, je pourrais citer des cas, je ne le ferai pas ici, mais je pourrais citer des cas où ces situations se sont accrues. Sont accrues. Alors, Arnaud, peut-être on peut poursuivre le questionnement là dans les 10 Oui, minutes qui nous restent. alors, il y aurait éventuellement une Tranquille. question qui, rappelons-nous hein, que cette affaire Lafarge était il y a plus de 10-15 ans. Aujourd'hui, on est dans un contexte réglementaire qui est très différent, Charlotte vous l'avez rappelé.
Du coup, ça suscite plusieurs interrogations. Première question qu'on peut se poser, juste de titre, mais vous avez un peu répondu, Charlotte, c'est est-ce que ça pourrait arriver à nouveau aujourd'hui avec le nouvel arsenal juridique? Et puis plus globalement, on voit que 15 ans après, ce genre d'exposition des entreprises à des crises majeures, elles se multiplient. Enfin, on a sous les yeux un ensemble de crises juxtaposées, que ce soit géopolitique, sociale, environnementale, et qui font rentrer de façon fracassante la question du politique et du bien commun dans les Oui. décisions opérationnelles des entreprises. Euh, Est-ce que, à l'aune de ce qui s'est passé sur Lafarge, on peut en tirer des enseignements pour aider les entreprises d'aujourd'hui à mieux appréhender ces questions qu'ils ne veulent pas voir et qui sont encore trop jugées comme externes à leur mode de fonctionnement? Et vous demanderai toutes les deux d'avoir en tête la question russe à cette occasion. Alors, qui répond? Charlotte, vous commencez? Je ne sais pas si ça pourrait réarriver, ça me paraît gros, mais on va dire, je ne sais pas. Voilà, ce qui est sûr, c'est que l'entreprise sera challengée beaucoup plus rapidement qu'elle ne l'a été, en interne, à mon avis, comme en externe, qu'elle pourra être mise en cause aussi de son devoir de vigilance et de sa responsabilité. Voilà, et que si on prend les exemples récents, je vais donner l'exemple de Total Energy, hein, c'était pas sur la Russie, c'était sur le Myanmar, mais alors qu'ils étaient depuis des années au Myanmar, suite au coup d'État, etc., ils ont décidé de sortir du Myanmar avec une stratégie, c'est important aussi de le dire, de désengagement responsable, donc pour vérifier en quoi leur départ avait des impacts aussi sur leurs salariés ou ex-salariés, etc. Donc, ils ont inclus les impacts droits humains dans le cadre de leur décision de désengagement. À côté de ça, on a eu pas mal de... Je ne compare pas la Russie avec la Syrie, mais il y a eu d'entreprises qui sont mises en cause en Russie qui y sont toujours. Il y a eu des mises en demeure d'ailleurs contre certaines entreprises au titre du devoir de vigilance sur cette question de la Russie et D'accord. de l'Ukraine. Il y a aujourd'hui des mises en cause sur le lien de certaines entreprises françaises avec les territoires occupés. Enfin, il y en avait déjà avant, mais là, c'est Oui, revenu avec, oui. au gré Ça, c'est en des cours, oui. conflits. Des conflits, hein. Voilà. Donc, je Oui, pense que ça serait compliqué de maintenir, par exemple, une activité pendant 3 ans avec des risques très forts aujourd'hui. Mais bon. si les entreprises mettent pas en place leur démarche de prévention et n'arrivent pas à prendre les décisions, enfin, prennent les décisions, ça reste elles qui prennent les décisions et c'est un peu quand même de l'autorégulation. Ce qui est un peu dommage, c'est on arrivera toujours en poste, en fait, enfin, après, en réparation une fois que l'atteinte. Mais je pense que tout ce qu'il y a aujourd'hui permet de, en tout cas, réagir beaucoup plus rapidement et éviter que ça s'aggrave, etc. Oui. Et Après, les Justine, entreprises disent toujours qu'elles ne sont pas politiques et elles ne sont pas politiques au sens. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas prendre en compte les enjeux géopolitiques et elles le font de plus en plus dans leurs activités, dans leur stratégie d'investissement, dans leur stratégie d'acquisition, hein. On parlait de la fusion Holcim. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de due diligence qui intègrent clairement ces enjeux. Et oui, à mon bon, sens, ça aurait dû ressortir à l'époque, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça ressortirait aussi beaucoup plus. Justine, tu commentes parce que je pense que tu as un avis peut-être plus critique, peut-être que, que l'optimisme de Charlotte dans cette situation. Bon, enfin, tout ce qui est due diligence dans le cadre de la fusion, la Farge-Holcim n'a absolument pas fonctionné. Et bon, enfin, ça n'a pas du tout empêché la fusion d'avoir lieu. C'est vrai que les cas se multiplient. On n'a pas cité aussi, il y a une instruction qui vient d'être ouverte aussi contre Thales, Oui, Dassault et MBDA sur la vente d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis dans le cadre de la guerre contre le Yémen, puisqu'on a continué oui, de vendre des armes et de la maintenance alors que les bombardements étaient en cours. En fait, cette multiplication des cas, c'est quand même une bonne nouvelle dans la question, dans le sens où ça rend la question de la responsabilité très dynamique. Ça pousse à s'interroger, évidemment, et à pas laisser tomber cette question. Ensuite, moi, je m'interroge notamment sur des pays dont on ne parlerait pas dans la presse, en fait, parce que là, on revient, on parle de la Syrie, on parle de la Russie, on parle de l'Ukraine, de la Palestine et d'Israël, mais quid de tous les pays dont on ne parle pas et là, moi, je reste extrêmement préoccupée, en fait. Je pense que c'est vraiment oui. des analyses, finalement, qui se font un peu au cas par cas et pas du tout de façon globale.
En tout cas, comme il est l'heure, on va, sauf Arnaud, si tu as une dernière question, donc on va mettre un terme à cet échange. C'est évidemment une invitation qui vous est faite à vous préoccuper, à aller au fond de ces questions et à les regarder avec un regard beaucoup plus critique, aigu, exigeant. Je pense que on vit aujourd'hui un moment particulier dans la culture des entreprises avec la montée des questions de responsabilité, qui est le poids que le formalisme prend au regard de vraiment de la préoccupation qui doit être première, c'est celle de la vérité. Et est-ce que je me contente d'afficher des choses ou est-ce que vraiment je m'assure que sur le terrain de la vérité des valeurs, les choses sont préoccupées. Bon, voilà, c'est à mon avis une interpellation très forte qui est faite aux femmes et aux hommes d'entreprise aujourd'hui. C'est de ne pas croire que le droit maintenant est au point et qu'il suffit de laisser courir les choses. On se souviendra du reste, Charlotte, que la jurisprudence Nike a été fondatrice à un moment donné et elle était en fait, dans le droit de la consommation, le refus par un consommateur de dire Nike, vous me vendez des produits, vous me dites qu'ils sont formidables, mais ils sont faits par des enfants au Pakistan. Et donc, je pense que du point de vue du pacte social que l'entreprise essaie de nouer aujourd'hui avec les consommateurs, mais ses salariés aussi, la question des droits humains, elle est complètement dedans et que l'entreprise nous trahit si elle ne respecte pas ces éléments-là et qu'on pourrait avoir des possibilités juridiques, je pense, de le faire valoir, mais on est en attente en tant qu'aujourd'hui salariés qui sont la première cible des entreprises aujourd'hui, c'est attirer des talents. Eh bien, ça passe par vraiment une non-acceptation du moindre défaut de comportement dans cette question. Donc l'affaire Lafarge, elle est fondamentale. On ne peut pas aujourd'hui, c'est pour ça que je remercie vraiment infiniment alors Justine pour son livre qui est admirable de ce point de vue-là, et Charlotte pour son travail de fond, mais on ne peut pas vraiment mettre d'un côté ces questions comme vraiment des procédures de plus qui existent, pour que certains diront même trop lourdes ou autres, et puis avançons au fouet de cocher, continuons notre compétition économique. Non, ce n'est pas possible. Il y a vraiment aujourd'hui, avec cette question-là, un signal d'alerte qui s'est allumé. C'est, on a beau vouloir dire qu'on est les meilleurs, qu'on est eh ben, parfois, on fait le contraire, totalement le contraire. Et donc, la vérité au regard des valeurs de la part des entreprises, c'est vraiment une interpellation que cette question Lafarge nous renvoie et doit nous empêcher, je dirais, de dormir d'une certaine façon, tellement elle est symbolique du fait que on laisse passer des choses qui sont catastrophiques. Voilà. Moi, je vous remercie parce que je tenais à ce que dans l'actualité, en plus, on utilise un peu ces faits pour s'interroger. Je pense que ça doit nous amener à nous interroger et on se donnera rendez-vous donc dans un mois pour poursuivre ces analyses. Et lisez le livre de Justine, suivez ces questions de droits humains qui ne sont pas réglées uniquement par l'empilement des réglementations aujourd'hui et qui doivent être vraiment la vie permanente de nos comportements d'entreprise si on croit que l'entreprise a effectivement une responsabilité qui va bien au-delà de ses comptes. Voilà, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. À bientôt et vous pouvez renvoyer vos appréciations et vos questions à Ecolearn et on va essayer d'améliorer en permanence ces échanges pour qu'ils soient intéressants pour vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. à bientôt.